Merci Frédéric. Donc, comme vous l'a dit Frédéric, je suis effectivement maintenant professeur émérite de l'Université de Bordeaux puisque j'ai l'âge de la retraite. Mais avant tout, je suis médecin généraliste comme vous et donc j'ai exercé dans une maison de santé en milieu rural dans une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Et donc j'avais des fonctions universitaires et comme on utilise encore les ressources un peu passées, on m'a demandé si je voulais encore faire une mission pour l'agrément des stages, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et comme c'est la tradition ici, j'ai aussi accepté de venir vous parler de deux sujets que j'ai proposés à l'association. Et donc, on va parler effectivement dans un premier temps des errances diagnostiques ou des syndromes médicalement inexpliqués. Et dans un second temps, on parlera de la prescription des statines chez les personnes âgées. Si j'ai proposé ce thème, c'est parce qu'il a fait l'objet d'une table ronde au dernier congrès de la médecine générale qui a eu lieu à Paris début avril. Et effectivement, il y a eu un certain intérêt pour ce thème. Donc du coup, outre le fait que j'avais déjà travaillé la question, donc c'était plus facile pour moi, il nous a semblé intéressant d'aborder cette question. Alors, si vous voulez, l'approche qu'on peut avoir... Alors, bon, pourquoi ça ne marche pas, ça? Voilà. Donc, les syndromes médicalement inexpliqués, ça donne lieu effectivement à ce problème des errances diagnostiques que vous avez sans doute déjà rencontré et qui regroupe un ensemble assez complexe que l'on appelle, selon les circonstances, plaintes fonctionnelles, fibromyalgie. Autrefois, on parlait de spasmophilie, maintenant de syndrome médicalement inexpliqué ou de symptômes physiques médicalement non expliqués, syndrome de fatigue chronique, troubles somatoformes, etc. Il y a effectivement beaucoup de dénominations. Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces syndromes médicalement inexpliqués? C'est qu'effectivement, ils occasionnent des situations d'errance diagnostique parce qu'ils sont composés de signes fonctionnels sans anomalie somatique à l'examen clinique ni aux investigations complémentaires qui s'avèrent normales. Il n'y a pas d'explication médicale par le médecin qui entre parfois dans une stratégie de diagnostic d'élimination parce que, faute d'avoir effectivement un diagnostic affirmé, on essaie d'éliminer tout ce qui pourrait avoir à faire avec ces symptômes. Il y a bien sûr une souffrance du patient parce que sa demande de guérison ne sont pas satisfaites, ses attentes ne sont pas satisfaites. Et puis les plaintes et les symptômes non expliqués sont responsables bien sûr de surenchères sur le plan diagnostique, d'escalade sur le plan thérapeutique, on va en parler tout à l'heure, et bien sûr d'impasse sur le plan médical, et ce qui suscite effectivement un certain malaise à la fois chez le patient et chez le médecin. Alors si on veut essayer de catégoriser un peu, il y a des symptômes physiques qui concernent principalement un domaine particulier ou une fonction particulière, et donc là on est sur un diagnostic spécifique de syndrome somatique fonctionnel. Et là il y a de multiples exemples, les fibromyalgies, le côlon irritable, la fatigue chronique, etc. Et parfois les symptômes concernent un ensemble de domaines, et c'est assez fréquent. Et là, on est plus orienté vers un diagnostic global que nos collègues psychiatres ont dénommé de façon successive, si je puis dire, troubles à symptomatologie somatique somatique persistante, ou dans la dernière version du DSM-5, Somatic Symptom Disorder. Et c'est effectivement un ensemble de signes assez complexes. Alors, quelle est la problématique de ces symptômes médicalement inexpliqués? La difficulté, c'est quelle réponse on va apporter à ces errances diagnostiques, à la fois plus adaptée pour le patient, mais aussi plus sereine pour le médecin, parce que ce type de situation pour le médecin est parfois difficile à vivre.
Donc l'idée, c'est d'envisager une approche globale du symptôme pour essayer de respecter... Oui. Voilà, de respecter les représentations et les choix du patient, parce que c'est quand même lui qui souffre, et puis de proposer une décision partagée, et on va voir comment on peut arriver à conjuguer ces deux aspects. L'idée, c'est de revenir à la clinique et à une approche plus humaine et essayer de sortir de cette impasse dans laquelle on est amené parfois en se prenant un peu de distance par rapport aux aspects strictement biomédicaux. Alors les objectifs que je vous propose là pour cette soirée, c'est bien sûr, c'est pas de vous donner des solutions toutes faites pour sortir des errances diagnostiques, parce que ça serait trop simple, et puis si ça existait, ça se saurait. Mais c'est plutôt de réfléchir avec vous sur les solutions qu'on peut apporter ou qu'on peut essayer de bâtir avec le patient pour éviter cette escalade diagnostico-thérapeutique. Donc c'est de proposer des alternatives devant ces errances diagnostiques, à la fois entendre la plainte du patient, mais dans une dimension plus globale, plutôt biopsycho-sociale que exclusivement biomédicale. Voilà. De privilégier une démarche plurielle. Ce que j'appelle une démarche plurielle, c'est plusieurs regards sur le même patient, parce que parfois un seul interlocuteur entraîne une façon un peu restreinte de voir le problème, et puis bien sûr d'impliquer le patient dans la résolution de son problème. Alors pour organiser cette séance, donc on va partir de quelques exemples. Alors bon, j'ai quelques vignettes cliniques à vous proposer, mais je voudrais aussi, et si vous l'acceptez, qu'on partage ça ensemble et que certains d'entre vous puissent donner des exemples de situations dans lesquelles ils se sont trouvés dans une errance diagnostique avec effectivement des symptômes qui n'étaient pas médicalement expliqués. Donc partir un petit peu de ça. Moi, effectivement, je vous proposerai aussi quelques vignettes cliniques. On va essayer d'échanger et d'analyser la démarche de pratique professionnelle qu'on peut utiliser. Et puis je vous apporterai quelques éléments didactiques pour essayer de fixer un petit peu cette démarche, et puis on terminera par des messages clés. Alors, je vais vous proposer quelques vignettes cliniques qui sont juste des supports pour effectivement amener la discussion. On va les poser d'emblée. Alors, je vais vous proposer trois successions de vignettes cliniques. D'abord, des douleurs abdominales inexpliquées, avec toujours ce balancement entre une patiente ou un patient qui a des symptômes anciens et quelqu'un qui vient de nouveau de présenter des symptômes médicalement inexpliqués. Donc Samira, secrétaire, 45 ans, elle a des troubles fonctionnels intestinaux depuis des années, elle alterne diarrhée, constipation, mal au ventre, etc. Elle vient vous voir régulièrement, mais bon, elle est ancrée dans le trouble fonctionnel intestinal, ça fait longtemps que ça dure. Bon. On va avoir du mal à en sortir. Par contre, Amélie, 21 ans, est auxiliaire de puériculture. Elle consulte pour des douleurs pelviennes, d'apparition relativement récente, diffuse, isolée, avec une dysurie. On a fait des ECBU qui sont tous négatifs et ça dure depuis environ 3 mois. Donc là, on va essayer de faire en sorte de ne pas installer l'escalade thérapeutique. Deuxième série de vignettes pour des douleurs thoraciques inexpliquées. Donc Patrick, 45 ans, qui est artisan, il fume 10 cigarettes par jour, il a des douleurs thoraciques, il est allé voir plusieurs cardiologues et ces douleurs n'ont jamais fait la preuve d'un syndrome coronarien et elles ont été cataloguées de douleurs atypiques depuis plusieurs années et il a régulièrement des douleurs thoraciques qui sont effectivement pas d'origine cardiaque mais qui le dérangent. Par contre, Gaëtan, qui est un jeune cadre de 33 ans, il a aussi des douleurs thoraciques itératives, mais lui depuis moins longtemps, depuis 1 mois. Il est sportif, il fait du vélo, il fait du tennis, il ne fume pas, il n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et il est quand même allé 4 fois aux urgences pour une douleur thoracique, et chaque fois on l'a bilanté, électro, etc. Et on n'a rien trouvé. On a demandé une consultation cardio qui a
conclut aussi à l'absence de problème, et pour autant, il a toujours ces douleurs. Troisième série de vignettes, des polyalgies inexpliquées. Donc Nicole, 55 ans, qui est enseignante, elle présente des douleurs diffuses, qualifiées par les médecins de fibromyalgie, depuis une quinzaine d'années. Et donc elle vit avec sa fibromyalgie et malgré les différents traitements qui ont été essayés, elle souffre toujours. Par contre, Émilie, 33 ans, qui est agricultrice, présente des douleurs articulaires invalidantes depuis environ 2 mois. Elle a entendu parler de la maladie de Lyme et elle vous demande une sérologie. Alors je sais qu'ici c'est pas très fréquent, mais il y a eu une polémique assez importante en France sur ce qu'on appelle la maladie de Lyme, ce que certains ont appelé la maladie de Lyme chronique, ou d'autres ont appelé la pseudo-maladie de Lyme chronique, avec des Lyme doctors qui prescrivaient des antibiotiques de façon pendant des durées assez longues. Donc voilà, ces 3 séries de vignettes, et on va revenir bien sûr en particulier sur les trois situations, les 3 vignettes qui concernent l'apparition de symptômes récents. Alors sur le plan, avant de voir comment se sont résolues ces situations cliniques, on va essayer de voir un petit peu quels sont les mécanismes qui aboutissent à ce type de situation. Donc il y a souvent un contexte psychosocial qui est prédisposant, de type personnalité, lien parental, maltraitance infantile, enfin un contexte général, et puis un facteur déclenchant qui à un moment donné va permettre l'apparition de ces symptômes de type accident, maltraitance, etc. L'évolution de ces troubles est quand même assez surprenante, parce que d'abord on retrouve dans la littérature environ 6% de la population générale qui présente des troubles médicalement inexpliqués, ce qui est quand même pas rien, et dans nos consultations de médecine générale, ça représente entre 16 et 30%. Alors c'est une fourchette assez large, mais c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature. En fait, bon, vous imaginez bien que c'est difficile d'avoir des fréquences précises parce que les contours sont assez flous, pour savoir ce que l'on peut mettre dans cet ensemble complexe dont je vous ai parlé au départ. Donc, mais quand même, ça représente une part non négligeable de notre activité. Et il y a une étude intéressante, certes réalisée aux États-Unis, mais qui montre que après 6 mois d'évolution de ces troubles médicalement inexpliqués, eh bien, dans 55% des cas, les symptômes persistent au bout de 6 mois. Dans 42% des cas, il y a toujours des investigations en cours, et ce n'est que dans seulement 11% des cas que les symptômes ont disparu. Donc ça veut dire que ces patients, au bout de 6 mois, ils sont toujours dans cette même situation et on n'a pas trouvé de solution. Et on sait bien qu'au-delà de 6 mois, on va forcément rentrer dans cette escalade thérapeutique, diagnostique et thérapeutique, et déjà il y en a 42% qui sont toujours en investigation. Donc là, il faut trouver une solution avant ces 6 mois parce qu'après, on enquiste la démarche. Et lorsqu'on essaie d'identifier les facteurs qui expliquent la persistance de ces troubles, on s'aperçoit que c'est le sexe féminin, la gravité élevée des symptômes somatiques au début de l'apparition de ces symptômes, l'état physique dégradé, l'expérience d'abus physiques dans l'enfance et une faible perception du bien-être financier. Donc on voit, alors c'est des indicateurs, mais il faut être particulièrement vigilant chez ces patients-là. Alors si je reviens sur les vignettes cliniques, on ne va pas parler des vignettes, des troubles qui sont là depuis un petit moment, mais on va essayer de voir ce qui se passe par exemple pour Amélie, donc qui a des douleurs pelviennes. Et là, cette situation-là, j'avais au départ dans ma présentation une autre situation, mais elle a été proposée là, dans le petit tour de table comme j'ai fait ici, là, lors du congrès de la médecine générale à Paris, par un intervenant qui nous a raconté cette histoire. Donc je la trouvais assez intéressante et je voulais rapporter.
En fait, c'est un interne de médecine générale qui a pris la parole pour raconter ça en disant, voilà, il consultait avec son maître de stage, et donc ils ont vu à plusieurs reprises cette patiente, et le médecin l'avait déjà vue tout seul, et un jour où ils consultaient tous les deux, le jeune interne est allé un petit peu plus loin en essayant de comprendre un peu, et a commencé à lui parler de sa vie sexuelle, est-ce qu'elle avait des problèmes, et là, tout d'un coup, la patiente s'est mise à parler de difficultés dans l'enfance, d'attouchement par son oncle qui avait abusé d'elle, voilà. Et les deux médecins étaient un peu ébahis de découvrir ça, et l'interne naïvement dit à la patiente mais pourquoi vous n'en avez jamais parlé? Ça fait quand même 3 mois que ça dure. Et elle répond avec une simplicité déconcertante, on ne m'a jamais posé la question. Et donc, alors, cette situation, elle illustre 2 choses. D'une part, qu'effectivement, il faut entrouvrir la porte pour que le patient puisse effectivement en parler. Et d'autre part, qu'un regard différent peut aussi permettre effectivement de poser la question. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent quand on a des stagiaires, des internes de médecine générale dans nos cabinets, parce que même si c'est des patients qu'on connaît bien, parfois les patients racontent à l'interne ou au remplaçant des choses qu'ils ne nous ont jamais racontées. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard croisé. Et de ce fait-là, donc, la patiente a reparlé de ses troubles et tout d'un coup, progressivement plutôt, elle a fait la relation qu'elle n'avait pas fait jusqu'alors, parce que pour elle, il n'y avait pas de relation entre les deux, entre sa dysurie, ses douleurs pelviennes et ce traumatisme de l'enfance. Et donc, il y a eu un travail, bien sûr, d'accompagnement psychothérapique, et au bout de quelques mois, tout avait disparu. La deuxième série de vignettes, donc Gaëtan, douleur thoracique itérative, et alors que vraiment c'est un patient qui a priori n'a pas de facteur de risque, et donc on cherche à comprendre, et surtout on lui pose la question, ça a démarré quand? La première fois, la première douleur, à quel moment? Il réfléchit un peu, il dit c'était à telle date, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah ben oui, non, rien. Ah ben si, oui, mon beau-frère s'est retrouvé à l'hosto avec un infarctus, il a été ponté, ou il a été stenté, il a eu des complications, ça s'est mal passé. Et tout d'un coup, là aussi, parce qu'on avait entrouvert la porte, on a permis à ce jeune cadre de comprendre qu'effectivement, c'était l'angoisse d'avoir les mêmes problèmes cardiaques que son beau-frère, qui probablement était à l'origine de ces problèmes de douleur thoracique. Émilie, donc, qui a ces douleurs invalidantes, alors là, je vais parler de quelque chose qui est très, très actuel, c'est effectivement le rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, je sais qu'ici, vous n'êtes pas forcément très sensibilisé à cet aspect de maladie de Lyme, parce que manifestement, il y en a pas ici. Mais en France, ça fait vraiment beaucoup de polémiques. Et effectivement, on a beaucoup de patients qui se sont enfermés dans cette situation de borréliose de Lyme, parce qu'effectivement, il y a eu des... pardon, excusez-moi, je vais arriver, voilà. Parce qu'il y a eu des éléments médiatiques qui ont surenchéri. Et lorsqu'on regarde la réalité de ces douleurs articulaires ou de ces symptomatologies liées à une pseudo-maladie de Lyme, on est assez surpris. Donc, les études sont relativement convergentes, et sur près de 2000 patients, donc ça fait quand même pas mal de gens, et notamment il y a 3 études françaises assez récentes sur plus de 1000 patients, et on s'aperçoit que sur 100 patients qui étaient revus par des services de médecine interne pour confirmer ce diagnostic,
il n'y en avait que 12 à Besançon, 13 à Paris et 15 à Nancy qui présentaient réellement une borréliose de Lyme confirmée à l'issue des investigations. Alors, bon, on ne va pas polémiquer parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires aussi sur la validité de la sérologie, mais quand même, ce qui est frappant, c'est qu'il y a des gens qui ont été traités pour une maladie de Lyme par des antibiotiques, parfois pendant assez longtemps, alors que vraisemblablement, ils avaient c'était pas la pathologie, c'était pas le Lyme qui était en cause, et effectivement, on peut déjà à ce niveau-là parler de perte de chance. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, donc, vous allez me dire, bon, très bien, d'accord, on voit bien qu'il y a des facteurs multiples et complexes qui peuvent intervenir dans ces syndromes médicalement inexpliqués, mais alors, comment on fait pour arriver effectivement à éviter cette escalade? Donc, quelques orientations, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de recette miracle, mais quelques éléments. D'abord, le retour à la sémiologie et à la pratique clinique. Parce que là, il y a effectivement, parfois, et sous la pression des patients, une tendance à faire des examens complémentaires, à les empiler. Et puis en plus, il y a une tendance, notamment chez les jeunes médecins, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais les patients se plaignent beaucoup en France que les jeunes médecins ne les palpent pas, ne les examinent pas de façon comme nous, on pouvait le faire de manière un peu académique. Alors, bon, c'est un constat qu'on fait. Pourtant, on essaie de les former à une approche clinique en leur disant bon, mais il y a un tel formatage, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas d'hospitalier dans la salle, mais un tel formatage hospitalier qui fait que dès que le patient rentre à l'hôpital, il est bilanté, radio, prise de sang, etc., que finalement, les jeunes médecins, ils ont tendance à reproduire ce formatage et qu'effectivement, ils perdent un peu le sens clinique. Les douleurs, donc, ces douleurs ou ces symptômes présentés par les patients, on ne trouve pas de lésions, il n'y a pas de substrat biologique clinique typique ou d'imagerie. Mais pour autant, elles ne sont pas sans signification. Et le patient, effectivement, il en souffre. Il y a toujours un risque de perte de chance, d'erreur diagnostique, mais, à contrario, il y a aussi une certaine iatrogénie de cette escalade diagnostique et thérapeutique. Je ne parle pas de l'irradiation, les antibiotiques au long cours, etc. Donc, il y a aussi, bien sûr, on prend le risque de passer à côté d'une pathologie grave, mais on a effectivement aussi le risque iatrogénique si on rentre dans cette escalade. La trajectoire de ces patients est souvent complexe et le médecin généraliste n'est pas le seul interlocuteur. On a vu tout à l'heure la notion de circuit de spécialistes, on a vu le rôle parfois des autres, des confrères qui ne vont pas dans le même sens que vous, il y a le rôle des autres professionnels de santé et puis il y a aussi le rôle des thérapeutiques dites alternatives qui parfois donnent des interprétations parfois un peu difficiles. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un accompagnement pluriel avec la notion de cothérapeute, d'avoir plusieurs regards, parce que c'est vrai que, surtout si on est le médecin traitant, parce que c'est vrai que, autant je suis attaché de façon inconditionnelle à la notion de médecin traitant, de suivi, mais c'est vrai que cette relation particulière qu'on a avec certains patients fait qu'on peut occulter certains aspects parce qu'on les connaît trop. Alors moi, j'ai eu la chance de toujours travailler en milieu rural, donc dans des zones où il n'y a pas de grands afflux de population, donc on connaît les gens. Et parfois, ben les gens, ils ne vous parlent pas de certains aspects parce que vous les côtoyez aussi au quotidien. Donc le fait d'avoir un autre regard, comme je disais tout à l'heure, par l'interne, en stage, par le remplaçant, par un autre confrère, ça permet effectivement de prendre un peu de distance. Et puis, il y a eu aussi une place pour les soins complémentaires dans une approche plus globale, l'exercice physique, les thérapies psychocomportementales qui sont assez intéressantes parce qu'effectivement, elles permettent aux patients de prendre en compte cette dimension. Donc, il faut arriver à une élaboration conjointe avec des explications qui sont adaptées au sujet. C'est-à-dire que souvent, le médecin a une réponse un peu standardisée. C'est pas ci, c'est pas ça, très bien, mais qui ne tient pas toujours compte des représentations
sociale et culturelle du patient, qu'est-ce qu'il en pense, le patient, et de ses interprétations personnelles. Il a un avis sur sa maladie, il a un avis sur ses symptômes. Et souvent, nous, on est tellement omnubilés par le biomédical qu'on oublie de lui poser simplement la question « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut occasionner ça? C'est une phrase d'une grande banalité, mais qui est parfois contributive. Alors, les psychiatres disent souvent « La somatisation est une force, elle peut éviter l'effondrement psychique ». Parfois, effectivement, la seule alternative que peut avoir le patient, c'est effectivement une symptomatologie clinique exprimée par le corps, ce qu'il ne peut pas exprimer autrement. Et parfois, la somatisation, elle peut éviter qu'effectivement le patient puisse s'enfermer ou s'effondrer dans, par exemple, un état dépressif majeur. Et puis, la décision doit être une décision partagée. Alors, dans la dimension d'evidence-based medicine, qui n'est pas cette médecine fondée sur les preuves, comme on l'entend parfois, en s'appuyant exclusivement sur les données actuelles de la science. L'EBM, c'est certes les données actuelles de la science, mais appliquées à un patient donné, en tenant compte de ses représentations, dans un contexte clinique particulier. Et si on prend une décision, non pas exclusivement sur les données de la science, c'est-à-dire le résultat de la biologie, de l'imagerie, etc., mais dans le cadre d'un contexte de clinique particulier et face à un patient avec des spécificités claires, eh bien, on est effectivement dans une décision partagée avec un essai de responsabiliser le patient, de l'autonomiser, et effectivement dans le cadre de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Alors, il y a des propositions plus structurées, notamment un interne de médecine générale, Olivier Nardon, a fait sa thèse en 2012 à Paris sur les symptômes médicalement inexpliqués, et il a fait une proposition qui certes est restée lettre morte pour l'instant, mais l'idée est intéressante. Après, bon, bien sûr, la mise en pratique est certainement complexe, notamment vis-à-vis de l'assurance maladie, mais l'idée, c'est de proposer un entretien prolongé, programmé, avec ce patient ou cette patiente, ou plusieurs entretiens, mais dédiés à ce symptôme pour essayer d'y voir plus clair. Signifier au patient la reconnaissance de sa souffrance, j'entends bien que vous souffrez, entreprendre une écoute sans cliver d'un côté le somatique, de l'autre le psychique, essayer de réunir les deux, mettre le patient au cœur de la prise en soin, établir avec le patient une définition commune de la plainte, de quoi vous souffrez exactement, et d'envisager un projet thérapeutique personnalisé suite à une décision partagée. Alors certes, j'ai repris textuellement les termes de la proposition de cet interne, c'est un peu utopique. Bon, il a fait un travail assez intéressant sur ces symptômes avec les interviews de médecins, un peu comme j'ai essayé de faire tout à l'heure. Il y a des choses assez contributives. Et puis il s'est imaginé effectivement qu'il fallait sortir de ça, et il a proposé des solutions qui sont certes probablement un peu utopiques, mais qui ont l'intérêt de nous faire un peu réfléchir. Alors, quand on en est là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est le quart d'heure pas le quart d'heure, je ne peux pas prendre un quart d'heure, je vais prendre 5 minutes. C'est le moment le plus difficile de mon intervention. Ça va vous paraître peut-être un peu intello, mais c'est intéressant de se poser la question. Quels sont les modèles qui peuvent expliquer ces symptômes-là qui durent et qu'on n'arrive pas à expliquer médicalement? Il y a deux notions intéressantes. Simplement, encore une fois, c'est pour éveiller votre esprit sur deux notions. La notion de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est une tension interne qui est propre au système de pensée, de croyance, d'émotion, et l'attitude d'une personne lorsqu'il y a une contradiction entre les deux. Lorsqu'il n'y a pas une cohérence entre les idées et l'action. Si vous réfléchissez dans votre vie personnelle, on a tous à un moment un petit hiatus là-dedans, entre une espèce d'incohérence entre nos idées et nos actes,
Mais bon, on s'en accommode, on arrive à faire avec, pas de problème. Mais chez certains patients, il y a une contradiction telle que ça déclenche des mécanismes de défense. Et effectivement, lorsque la dissonance survient chez des personnes qui sont confrontées à une information qui n'est pas cohérente avec leur croyance. Ils ont une intime conviction et ils reçoivent une information qui est à l'encontre de leur intime conviction. Et bien, si on n'arrive pas à réduire cette distance, en modifiant sa propre croyance, il y a une espèce de perception erronée de l'information et un rejet ou une réfutation de cette information. Alors, c'est des mots un peu intello, c'est les psychosociologues qui nous traduisent ça, bien sûr, mais si vous réfléchissez sur des exemples très simples, la vaccination, par exemple. Il y a les gens qui sont opposés par conviction à la vaccination, ils ont d'un côté une information du ministère de la Santé ou des autorités de santé qui leur dit « Regardez, c'est bien la vaccination, ça a sauvé des millions de vies », et puis de l'autre côté, ils ont leur intime conviction que ce n'est pas bon. Et quand la tension est trop forte, eh bien ça les amène à rejeter, à réfuter l'information qui est scientifiquement valide. Je ne vous fais pas un dessin sur l'autisme après la vaccination à la rougeole, etc. C'est des choses qui ne tiennent pas la route sur le plan scientifique, mais qui sont véhiculées là aussi sur les réseaux sociaux de façon assez abondante. Donc cette notion de dissonance cognitive, quand il y a une discordance comme ça entre l'information et sa croyance, ça peut provoquer chez les patients un certain malaise. Et deuxième notion, deuxième modèle explicatif, l'avarice cognitive. C'est donc l'absence de recherche d'information, parce que pour infirmer sa croyance, eh bien, il faut prendre du temps, aller chercher l'information validée, et finalement, laisser la place au doute ou aux croyances, c'est plus simple. On s'emmerde moins que d'aller chercher une argumentation raisonnable. Alors ça, là aussi, on le fait tous. J'ai toujours un exemple un peu caricatural, mais quand j'ai des problèmes avec ma voiture, je ne suis pas un grand mécanicien, mais j'ai toujours une idée de ce qui se passe, mais qui est vraiment parfois loin de la réalité. Mais je ne fais pas l'effort d'aller de me dire, mais est-ce que non, mais attends, qu'est-ce que tu dis ça, mais est-ce que ça a un fondement? Et par facilité, je dis, ben oui, ma voiture, elle ne marche pas pour telle ou telle raison, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et il y a ce qu'on appelle une prédominance du mythe de l'agent étiologique unique. Alors ça, c'est surtout les journalistes qui utilisent ça. Maintenant, quand vous écoutez les médias, il y a une cause, un effet. Et ça, alors les journalistes, ça, ils raffolent de ça. Parce que c'est réducteur, mais ça fait de l'effet. Telle chose entraîne telle chose. Alors qu'on sait bien, et nous on est bien placés pour le savoir, que les déterminants, ils sont en général multiples et complexes, et il y a plusieurs éléments qui interviennent. Mais là aussi, par simplification, on se dit, bah tiens, ah oui, c'est ça, c'est à cause de ça. Ah oui, mais je me suis enrhumé parce que j'ai pas mis mon foulard et j'ai attrapé mal à la gorge. Voilà. Et effectivement, c'est une cause et un effet, alors qu'on sait bien que c'est beaucoup plus complexe. Alors vous allez me dire, bon, très bien, mais au point où on en est maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez pour sortir de cette situation? Alors, je vais vous proposer deux éléments pour essayer de structurer un peu la démarche qu'on peut avoir. D'abord, pour ces errances diagnostiques, il faut essayer d'avoir une approche dans le contexte dans lequel ça se situe. Comment faire ça? Déjà, changer de posture en tant que médecin. Éviter la stratégie du diagnostic d'élimination et de l'escalade thérapeutique, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, en prenant la précaution d'avoir éliminé une urgence, d'abord, bien sûr, et puis une pathologie clairement répertoriée. Et là, c'est là que, effectivement, la balance et la nuance est difficile à saisir. Mais quand même, si dans sa tête, on se dit, bon, je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'éléments péjoratifs,
mais je vais essayer d'éviter d'entrer dans l'escalade thérapeutique, alors que, comme je disais tout à l'heure, on est formaté pour aller jusqu'au bout et à trouver la solution pour ce patient. Et c'est un élément important parce que nous, en pratique de médecine générale, on sait bien qu'on ne peut pas éliminer toutes les pathologies pour poser un diagnostic, parce qu'on a une notion de prévalence des maladies qui fait que quand on voit un patient arriver avec des vomissements, de la diarrhée, de la fièvre, la première chose à laquelle on pense, c'est une gastroentérite. Et on ne va pas aller chercher, bon, et quand on raconte ça en hospitalier, il vous dit « Ah, mais tu n'as pas pensé à… Bon, ben non, parce que moi, dans ma pratique, le plus fréquent, c'est ça. Et effectivement, ben, il faut garder cette attitude-là, effectivement, de ne pas chercher forcément la pathologie la plus rare à laquelle on n'a pas encore pensé. Une ouverture précoce vers un diagnostic de contexte, c'est-à-dire un diagnostic global. Et là, il faut créer des conditions de confiance, d'écoute, de compréhension pour que le patient fasse le lien avec quelque chose de ses douleurs, de ses symptômes, avec une souffrance plus globale de type biopsychosocial. Mais quand je dis pour que le patient fasse le lien, je n'ai pas dit pour que le médecin fasse à la place du patient ou suggère le lien. Parce qu'on sait tous que lorsqu'on dit au patient « mais non, mais vous inquiétez pas, sur le plan médical, il n'y a rien, regardez, tout est normal, etc. » Mais c'est peut-être effectivement parce que vous êtes anxieux, déprimé. Et là, on sait qu'en général, le patient n'apprécie pas du tout. Et il sort de chez vous en disant « le docteur, il ne m'a pas écouté, il m'a dit que c'était dans la tête. » Parce que c'est vous qui avez incité à faire le lien, mais vous n'avez pas suffisamment proposé une ouverture vers une écoute suffisante pour que le patient fasse lui-même le lien entre ses symptômes et des éléments biopsychosociaux. Et ensuite, dernier élément de cette approche sur le contexte, c'est d'avoir une stratégie positive de prise en soin. Bien sûr, on va négocier la prise en soin avec le patient dans une démarche commune, mais en insistant sur l'auto-efficacité du patient. Parce que ces patients-là, ils arrivent à un stade où ils sont un peu désespérés, on les comprend, ça dure, et ils perdent confiance en leur capacité à surmonter leurs difficultés ou leurs symptômes. Et donc l'idée, c'est que le médecin redonne effectivement confiance au patient et essaie de stimuler ce qu'on appelle l'auto-efficacité, c'est-à-dire la capacité à réagir à cette situation. Et en pratique, comment ça va se passer, comment ça peut se traduire par rapport à un patient qui vous consulte pour ces symptômes médicalement inexpliqués? Le premier élément, c'est de prendre conscience qu'on ne sait pas. Et ça, pour nous, c'est difficile. On est là aussi formé à savoir ce qui est bon pour le patient, c'est toute notre formation initiale. Et dire « je ne sais pas », c'est extrêmement difficile pour le médecin. C'est ce qu'on appelle la position basse du médecin. Et se dire dans sa tête, effectivement, ben, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut que j'ai la coopération du patient, c'est pas toujours facile. Alors, je ne veux pas être caricatural, ça ne veut pas dire qu'il faut dire à tous les patients, quand on ne sait pas trop, je ne sais pas ce que vous avez. Non, on est bien d'accord qu'il faut nuancer cette position. Mais déjà, dans sa tête, avoir l'idée que peut-être que finalement, je ne sais pas ce qu'il a, et peut-être que ce n'est pas la peine d'en rajouter à chaque fois, mais peut-être de voir avec lui comment on peut trouver une solution. De prendre en compte la dimension psychique et ou environnementale. Donc tout ce qui est autour des symptômes présentés par le patient. La famille, le travail, le couple, les événements de vie. Et les prendre en compte comme un élément du diagnostic. Parce que là, bien souvent, dans ces symptômes médicalement inexpliqués, on va accumuler des analyses biologiques, des critères d'imagerie, mais on va faire de la symptomatologie clinique, mais bien souvent exclusivement somatique. Or, il y a aussi une symptomatologie psychique qu'il faut essayer d'aller récupérer, d'aller inventorier chez le patient pour lui permettre effectivement de faire ce lien entre le symptôme physique qui le gêne
et puis peut-être des éléments psychiques dont il n'a pas encore conscience, ou du moins pour lesquels il n'a pas fait le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Et troisième élément, la reconnaissance de la souffrance du patient et l'ouverture vers l'autre. Le patient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a l'impression qu'on ne l'a pas écouté, qu'on ne l'a pas entendu, qu'il se plaint, on ne trouve rien, on lui dit mais non, mais il n'y a rien aux examens, rassurez-vous, tout va bien. Et il sort en disant finalement, il ne m'a pas écouté. Donc, il faut vraiment lui signifier que vous avez bien entendu qu'il souffrait. Je n'ai pas d'explication, c'est vrai, mais je vois bien que vous souffrez et je comprends bien qu'il faut qu'on trouve une solution ensemble. Et ça a l'air aussi d'une grande banalité, mais ça permet d'ouvrir au patient la possibilité, effectivement, la perception d'être entendu et qu'on prend en considération son symptôme. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce patient qui revient de manière un peu itérative, comme ça, avec la même plainte, les mêmes douleurs, ça finit par lasser un peu. Et parfois, on a aussi des manifestations un peu d'agacement. Et bien sûr, ça, le patient le ressent. Et il a l'impression, parfois, que l'on ne prend pas en compte ou qu'on ne le croit pas. Et à un moment donné, même s'il n'y a pas de substrat organique, il y a effectivement une réelle souffrance chez le patient. Et il est important, effectivement, de le signifier qu'on prend bien en compte son symptôme et qu'on va essayer de trouver une solution pour lui. Donc vous voyez comment la complexité de la démarche, dans la mesure où effectivement on a un double écueil, c'est d'une part, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas passer à côté d'une pathologie grave, mais de notre côté aussi de ne pas psychiatriser de manière intempestive le patient. Parce qu'on sait bien que le patient que l'on envoie chez le psychiatre en disant « bon écoutez, là on a tout fait, là on ne peut rien faire de plus sur le plan clinique, il n'y a rien, donc écoutez, je vais vous aller voir mon confrère psychiatre, il va peut-être trouver une solution ». On sait bien que dans ces cas-là, ça ne marche pas. Le patient y va, parfois il n'y va pas, parfois il y va une fois, et puis il revient vous voir en disant « non, non, mais ça ne s'est pas bien passé avec le psychiatre ». Si vous n'amenez pas le patient, effectivement, à envisager une prise en charge de type psychothérapeutique, ça ne marchera pas. Moi, je dis souvent à mes copains psychiatres, lorsque le patient décide de venir te voir, la partie est déjà gagnée. Bon, c'est un peu caricatural, mais le patient a déjà fait la démarche d'aller voir le psychothérapeute ou le psychiatre. Donc ça veut dire qu'il a déjà fait ce lien entre sa pathologie, enfin ses symptômes et ses problèmes, et des problèmes psychiques. Donc déjà, on a fait déjà une belle avancée. Mais si le patient y va simplement parce qu'on ne trouve pas d'autre solution, ça ne va pas forcément bien se passer. Alors en plus de ça, tout dépend du type de psychiatre qui est concerné. Mais bon, je parlais tout à l'heure des thérapies psychocomportementales parce que dans ces symptômes médicalement inexpliqués, c'est plus facile pour le patient d'aller parler de ses symptômes à un comportementaliste qui va effectivement prendre en compte les symptômes là, tels qu'ils sont ici et maintenant, comme ils disent. C'est effectivement plus confortable que d'aller s'allonger sur un divan avec quelqu'un qui attend que vous parliez à côté, parce que l'approche analytique, ce n'est pas une critique pour l'approche analytique, mais dans ce type de symptômes, c'est sûr qu'une approche comportementaliste a plus de chances d'être utile qu'une approche analytique. Voilà donc une façon un peu de vous donner des pistes pour essayer d'avancer dans cette prise en soin de patients complexes, mais surtout, le message le plus important, c'est effectivement par ce type d'attitude, d'avoir une position basse, d'ouvrir la porte à une dimension psychique ou environnementale et de reconnaître la souffrance. C'est une façon d'éviter que le patient ne rentre dans cette escalade et dans cet engrenage des symptômes médicalement inexpliqués qui font que plus on attend, plus on va avoir de mal à en sortir. Et notre position de premier recours nous
nous donne l'opportunité d'intervenir précocement. Il y a un article récent qui a été publié dans la revue de médecine interne, écrit par une interniste de Paris et puis comme co-auteur Olivier Nardon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit clairement que c'est compliqué pour les internistes quand ces patients arrivent chez eux, parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Alors souvent, on refait des examens avec une pertinence qui se discute, et on tourne en rond, parce que effectivement, le patient est déjà dans cet engrenage où on cherche absolument quelque chose, et il va falloir, et on risque de continuer à empiler les examens. Alors que l'intérêt d'une prise en charge précoce, c'est d'éviter que le patient, de dédramatiser et d'éviter de rentrer dans cet engrenage de façon précoce pour effectivement trouver une issue avec le patient en s'appuyant sur ses propres ressources. Voilà encore une fois, hein, c'est des pistes de réflexion sur la prise en charge de ces symptômes qui sont quand même un aspect assez important de notre activité. On va changer de sujet. Alors vous allez voir que, bien que je vous ai fait... Bien que je vous ai parlé de relationnel et d'éléments d'accompagnement, vous allez voir que je suis aussi capable, et c'est ça la force de la médecine générale, d'avoir un discours scientifiquement cadré et parfaitement reposant sur des données validées. Alors, la prescription des statines chez les personnes âgées. Ça, c'est juste une mise au point c'est assez court, vous allez voir, et puis on discutera quelques instants. Alors, je vais vous raconter la saga du cholestérol. Alors, la saga, c'est un petit jeu de mots parce que, je vais vous en reparler tout à l'heure, on a une étude qu'on mène à Bordeaux qui s'appelle SAGA, statine au grand âge. Donc, on est bien dans la prescription de statine chez les personnes âgées. On a trouvé un acronyme, SAGA. Et il y a un site web, si ça vous intéresse d'aller le voir, avec un petit logo. Et on va y revenir. Mais vous allez voir, c'est une véritable saga. Donc, le premier élément de cette saga, c'est un article qu'on a publié avec mon collègue qui est maintenant directeur du département de médecine générale, Jean-Philippe Joseph, sur les bénéfices et les risques des statines. Ça a été à l'initiative, au départ de notre étude SAGA. Donc, comme vous le savez tous, réduction de 20 à 30% des événements cardiovasculaires et 10% de la mortalité avec les statines, au prix d'effets indésirables qui sont finalement, somme toute, acceptables. Il y a 22% des personnes de plus de 75 ans qui sont traitées par statine, dont près d'un tiers en prévention primaire. Un tiers de ces 22%. Et ça, ce n'est pas des chiffres, c'est des chiffres de l'assurance maladie. Le SNIR, c'est le registre de l'assurance maladie de toutes les prescriptions. Donc ça entraîne un coût élevé pour les dépenses de l'assurance maladie. Et en réalité, il n'y a pas d'argument solide pour commencer un traitement par statine en prévention primaire après 75 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'efficacité en termes de mortalité toute cause, et il y a un niveau élevé d'effets indésirables chez ces personnes âgées de plus de 75 ans quand on leur prescrit des statines, et donc du coup, le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable. Et qu'effectivement, il n'y a pas d'éléments chez les personnes âgées qui permettent d'établir la légitimité d'une telle prescription. Il y a un poids économique des prescriptions de statines et possiblement un retentissement sur la qualité de vie en raison des effets indésirables. Donc, effectivement, il y a la nécessité d'une analyse médico-économique de ce que représenterait l'arrêt de ces statines chez les personnes de plus de 75 ans. Je dis bien prévention primaire, donc patient exempt d'antécédents cardiovasculaires, d'événements cardiovasculaires. Qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait les statines? Eh bien, c'est ça qui a motivé l'étude SAGA dont je vais vous parler dans quelques instants. Deuxième épisode de la saga, un article de Fabrice Bonnet, « Faut-il arrêter les statines chez les personnes âgées ?» Titre un peu provocateur, mais quand même paru dans la revue de médecine interne en 2018. Le rôle du cholestérol dans l'évaluation du risque a été reconsidéré il y a quelques années. Le
calcul du risque est basé sur des équations de risque. La plus célèbre, c'est l'équation de Framingham. Et maintenant, on utilise plus facilement l'équation SCORE, qui évalue la mortalité cardiovasculaire à 10 ans, qui est une échelle qui est calibrée pour les personnes de 40 à 65 ans. Et il existe d'ailleurs un outil interactif de cette échelle de score. Vous avez l'adresse ici si ça vous intéresse. Vous pouvez calculer en ligne le score de risque. Je vous rappelle, parce que c'est graphiquement intéressant, voilà ce qu'on avait avant, hein, l'échelle de score avec donc les fumeurs, l'âge, le cholestérol, la pression systolique, et on était, selon effectivement la couleur, on avait une évaluation du risque cardiovasculaire, du risque en termes de mortalité. Donc, maintenant, effectivement, on s'appuie, et d'ailleurs, la dernière, enfin, je ne devrais pas dire la dernière, mais la recommandation de la HAS sur le cholestérol, qui a été retirée depuis, disait effectivement qu'il fallait calculer le risque cardiovasculaire à l'aide de scores avant de prescrire une statine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun essai randomisé qui a inclus spécifiquement des personnes de plus de 75 ans. Donc les résultats dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai pour la population générale, mais pas pour la population spécifiquement de plus de 75 ans. Et d'autre part, les statines sont responsables, on l'a vu, d'effets indésirables et d'une altération de la qualité de vie chez les personnes âgées, surtout que là, en général, on est dans un contexte de polymédication et avec une polypathologie. Donc, qu'est-ce qui se passe si on arrête les statines chez les personnes âgées? Quels sont les risques? Il y a un risque théorique, c'est ce qu'on dit toujours, l'effet rebond, inspiré de l'effet de l'arrêt brutal d'un traitement à base de cortisone. Sauf que là, arrêt brutal des statines, on n'a aucune étude qui montre que ça présente un risque. Il y a un risque d'augmentation des événements cardiovasculaires, d'accord. Mais aussi, il y a la prise en compte des autres traitements qui ont un impact sur ce risque cardiovasculaire et qui ont probablement un impact aussi important que les statines type anti-agrégants ou anti-hypertenseurs. Et donc, on n'a pas de réponse à la question « faut-il arrêter les statines ?» Et il y a donc 2 essais randomisés, dont l'essai SAGA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Troisième épisode, l'efficacité des statines chez la personne âgée en France, parce que c'est bien beau, mais toutes ces études, c'est des études internationales, on sait bien que le risque n'est pas forcément le même dans toutes les populations, qu'il y a un gradient nord-sud pour le risque cardiovasculaire. Donc, une étude réalisée en France qui montre qu'il y a une diminution du risque d'événement dans le groupe à haut risque cardiovasculaire, donc avec, vous voyez, un intervalle de confiance entre 0,6 et 0,9, donc en dessous de 1. Diminution du risque d'événement dans le groupe à risque modéré, 0,89 à 0,96, mais dans le groupe à faible risque cardiovasculaire, chez les personnes âgées, l'intervalle de confiance, 0,86, 1,18, donc ça dépasse 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas effectivement de preuve, le risque relatif est supérieur à 1, donc il n'y a pas de preuve que ça soit utile. Indication d'une statine chez la personne âgée, un travail effectivement publié dans le JAMA en 2017, 4e épisode, réduction des événements cardiovasculaires dans 2 essais cliniques contrôlés, randomisés, Jupiter et HOPE, et une étude observationnelle. Sauf qu'il faut nuancer ça parce que dans Jupiter, qui est donc une étude avec la rosuvastatine, il y avait un effet effectivement sur la diminution des événements cardiovasculaires, mais il n'y avait pas d'effet sur la mortalité, toute cause. Et dans l'étude observationnelle, l'étude des 3 cités, Montpellier, Bordeaux, Lyon, c'était effectivement une baisse des AVC, mais il n'y avait pas strictement, il n'y avait pas la globalité des événements cardiovasculaires. Et dans 2 autres essais, Prosper et ALAT, il n'y a pas de bénéfice de la prescription des statines chez les personnes âgées. D'où l'intérêt, effectivement, de ces deux études, l'étude SAGA qui est en cours et l'étude STARE sur l'atorvastatine, mais pour STARE, on aura probablement les résultats en 2020 et pour SAGA, on ne sait pas trop parce qu'on a du mal à avoir nos inclusions.
Donc l'étude SAGA, qu'est-ce que c'est? L'objectif principal, c'est d'évaluer en soins primaires l'intérêt clinique et médico-économique de l'arrêt des statines chez les personnes âgées de plus de 75 ans et plus traitées en prévention primaire. Donc là, on a randomisé les patients et il y en a des patients qui sont sous statine de plus de 75 ans sans antécédent d'événements cardiovasculaires. Il y en a une partie à qui on a dit vous continuez comme avant et l'autre partie on leur a dit vous arrêtez les statines. Rassurez-vous, on a pris les précautions sur le plan éthique, on a eu l'autorisation du comité de protection des personnes parce qu'effectivement, comme il n'y a pas d'éléments dans la littérature, le comité de protection des personnes nous a dit vous ne faites pas courir de risque parce qu'il n'y a aucun élément qui justifie la prescription des statines chez les personnes âgées. Le problème, c'est que cette étude nécessite 500 médecins et 2430 patients, calcul fait par les épidémiologistes pour avoir une significativité statistique. Elle devrait enfin permettre de conclure sur la place des statines dans cette population, sauf qu'on n'est pas encore aux 2430 patients parce qu'on a un peu de mal à recruter. Et il faut dire que c'est vrai que quand on dit aux médecins, quand on dit au docteur, votre patient de 75 ans à qui vous prescrivez des statines depuis 3 ou 4 ans, là, et puis finalement il n'a jamais eu de problème cardiovasculaire, vous pourriez les arrêter? Oh non, je ne vais pas prendre ce risque. Donc les médecins ont un peu de mal à adhérer. Et enfin, dernier épisode de cette saga, une méta-analyse du Lancet publiée vraiment récemment, en 2019, qui d'ailleurs a fait la une des journaux, et vous allez voir les interprétations qu'en ont fait parfois les journalistes. Que montre cette méta-analyse? Qu'il y a une réduction significative des accidents cardiovasculaires sous statine dans tous les groupes, indépendamment de l'âge. Et donc, du coup, là, les journalistes ont dit, regardez, on dit qu'il ne faut pas plus prescrire les statines chez les personnes âgées. Le Lancet dit que ça marche chez tout âge confondu. Sauf que la solidité des preuves est moins évidente chez les patients de 75 ans à l'inclusion, surtout en l'absence d'accident cardiovasculaire. Réduction de 21% du risque d'un premier accident cardiovasculaire pour une baisse de 1 millimol de LDL cholestérol dans tous les groupes d'âge, y compris chez les personnes de plus de 75 ans. Mais diminution de 12% de la mortalité cardiovasculaire pour 1 millimol de baisse du LDL, avec tendance vers une diminution plus faible à un âge avancé. Donc déjà, on voit bien que les preuves existent, mais elles sont moins formelles, moins puissantes, moins robustes, comme on dit maintenant, chez les personnes âgées. Et surtout, il n'y a pas d'effet des statines, quel que soit l'âge, sur la mortalité non vasculaire, l'incidence des cancers et les décès par cancer. Il y a une réduction significative de la mortalité toute cause, avec une tendance vers une réduction proportionnellement plus faible avec l'augmentation de l'âge. Donc effectivement, on voit bien que les effets qui sont quand même largement démontrés de l'utilité des statines s'amenuisent à mesure que l'âge augmente. Et surtout, le pourcentage de réduction des événements cardiovasculaires majeurs est similaire, quels que soient les patients ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires. Donc on est clair là-dessus, prévention secondaire, le patient a déjà fait un événement cardiovasculaire, il est sous statine, vous les continuez, là, ça c'est bien prouvé. Pour les autres, c'est plus compliqué. Alors, pour conclure, vous allez me dire, ouais, très bien, mais vous nous présentez des études, voilà, une saga, très bien, mais qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien, oui, plutôt, j'avais pas fini. Donc, l'utilisation, toujours dans le Lancet, des statines chez les personnes âgées ayant un risque élevé est justifiée par des données solides. En prévention primaire, il faudrait de nouvelles analyses, et en particulier des essais spécifiques sur cette tranche d'âge de plus de 75 ans. C'est ce que vont faire ces deux études en cours. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? 3 messages, c'est extrêmement clair. Renoncer à initier une statine chez un patient de plus de 75 ans qui n'a pas fait d'événement cardiovasculaire. Là, il n'y a aucun élément dans la situation actuelle qui le justifie. En prévention secondaire, il n'y a pas photo, les statines sont utiles, mais ne pas oublier de prendre en compte les autres facteurs de risque. Alors bien sûr, c'est toujours complexe parce que les statines ont démontré leur efficacité en termes de morbimortalité, ce que les antidiabétiques
oraux et injectables aussi n'ont pas démontré. La seule chose qu'ont démontré les antidiabétiques, c'est qu'ils faisaient baisser l'HbA1c. Mais pour autant, on n'a pas de démonstration, on n'a pas d'études qui démontrent leur utilité dans le cadre d'une baisse de mortalité. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ben, si on prend l'exemple de la metformine, ça ne coûte pas cher, ça se vend bien. Et si le labo devait faire une étude pour montrer les effets de la metformine sur la mortalité ou la morbimortalité cardiovasculaire, ça lui coûterait plus cher que ça ne lui rapporte. Bon, donc on ne fait pas. Et troisième situation, prendre en considération les choix du patient lors d'un traitement en cours en prévention primaire. Votre patient est déjà traité, et effectivement, vous vous dites, est-ce que ça s'est justifié? Pour l'instant, on ne peut pas répondre, puisque l'étude SAGA est en cours. Si on arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, effectivement, c'est à discuter avec le patient, dans le cadre d'une décision partagée. On en discute, on en parle, et on décide effectivement, toujours le problème du rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, je ne peux pas vous le garantir. Les effets indésirables, vous en souffrez. On peut envisager d'arrêter. Les effets bénéfiques, je ne peux pas toujours les prouver, mais finalement, vous le supportez bien. Si vous êtes d'accord, on peut le continuer. Ça, c'est à prendre au cas par cas. Donc, une certitude, pas d'instauration de traitement chez les patients de plus de 75 ans en prévention primaire. Poursuite en prévention secondaire, il n'y a pas photo. Et puis, pour les patients qui sont déjà sous statine au-delà de 75 ans en prévention primaire, c'est à juger au cas par cas. Et toujours avec le patient, parce que avec les polémiques dont vous avez entendu parler comme moi sur effectivement la prescription des statines, il y a beaucoup de patients qui se sont posés des questions. Et si vous avez un patient de plus de 75 ans qui arrive en vous disant « Ah oui, mais vous avez vu tout ce qu'on lit sur les statines, tout ça, moi j'ai des douleurs dans les mollets », bon, ben, là, on peut effectivement, en accord avec le patient, décider d'arrêter. Si on est en prévention primaire, bien sûr. En prévention secondaire, là, il faut insister auprès du patient pour continuer. Voilà les 3 messages concernant cette mise au point qui est assez récente puisque la méta-analyse du Lancet date de 2019.